Bonjour et bienvenue au Forum des médias jeunes 2020. Salut Florent. Salut Aurélien. Alors du coup, c'est quoi le Forum des médias jeunes ? Le Forum des médias jeunes, c'est une initiative qui a quelques années, qui a 2 ans exactement. L'idée, c'était de réfléchir à c'est quoi un média jeune, inviter des jeunes d'un peu partout dans le Grand Est et puis se poser, réfléchir ensemble, échanger, débattre, rencontrer des professionnels aussi. Ok. Pour définir qu'est-ce qu'était un forum des médias jeunes. D'accord. Et du coup, le thème de cette année, c'est les fake news, le réseau des fake news. Et pourquoi ce thème ? Exactement, du coup on est sur les fake news. L'idée, on se dit que ça tenait à cœur à l'équipe de Radio Campus Lorraine. On est sur un sujet d'actualité. On est en sortie on a une année assez mouvementée, dirons-nous, dans le contexte sanitaire, et on se rend compte qu'on est confronté à beaucoup d'informations et que ce terme va ressortir régulièrement. Et on pense que c'est important de prendre le temps de s'arrêter sur ce terme pour y réfléchir. Ok. Et du coup, pourquoi ce format vidéo cette année ? C'est un peu connecté à ce que j'ai dit juste avant. Du coup, dans le contexte sanitaire, on a essayé de réfléchir à plusieurs formats pour faire venir quand même les gens par petits groupes, mais avec l'évolution sanitaire, on s'est résolu à le faire totalement en distance. Ok, ouais. Du coup, on propose de découper nos fake news sur 4 modules, à 4 dates différentes. À chaque fois on propose un atelier ou 2 ateliers même, et on finit la matinée par 1 heure d'intervention grosso modo. Ok. Et du coup, en quoi consiste cette première matinée de Forum des médias jeunes ? Cette première matinée est dédiée, c'est une séance plutôt d'introduction, où on va réfléchir à c'est quoi une fake news, comment elle se crée, comment elle se diffuse, est-ce que les journalistes font aussi des fake news, sont porteurs de fake news. Ok, ça a l'air intéressant. Maintenant, je vais laisser la parole à Tom pour l'atelier. Le principe va être relativement simple. Je vais mettre dans cette réunion principale textuelle une série de copies d'écran, de photos récupérées au hasard des réseaux sociaux. L'idée qui est sous-jacente est d'éventuellement me voter si c'est une fake news ou pas une fake news, et quels sont les éléments qui vous permettent de dire si c'est une fake news ou pas. On va commencer par une première copie d'écran. Pour le coup, alors, vous aurez la possibilité, il y a des petits smileys qui vont apparaître sous la première photo, de voter si c'est fake ou pas fake. Les smileys fake ou pas fake vont bien sûr apparaître, et vous allez pouvoir voter. Donc le smiley rouge pour fake, le smiley vert pour pas fake. Pour l'instant, vous êtes déjà 8 à avoir voté, 9, 10, 11, 12 à voter pour l'instant pour fake. Le Gorafi, un classique, Glenn, je te propose d'activer ton micro et de, pourquoi pas, justifier de ce qui, pour le coup, te permet de dire que c'est une fake news. Et on a un pas fake aussi qui aura été voté. Tout simplement parce que je sais que le Gorafi, c'est un pseudo-journal sur les réseaux sociaux qui donne des fake news qui sont là pour faire rire. Donc voilà, c'est parce que je sais déjà que rien qu'en voyant legorafi.fr, je sais que c'est une fake news. Donc le premier principe et le premier élément qui nous permet de déterminer si c'est une fake news ou si ce n'est pas une fake news, c'est déjà la crédibilité de la source. Si vous connaissez le Gorafi, si on mélange les lettres, on obtient Le Figaro. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle un site parodique. Donc voilà, c'était une première fake news assez crédible qui permet de déterminer si c'est une fake news ou pas. Ok, je vous en mets une suivante, vous allez le voir au fur et à mesure, on va être dans la gradation. Donc même principe, photo suivante, fake ou pas fake, les smileys vont apparaître maintenant et ça va être à vous de voter. Alors le compteur il est en train d'augmenter du côté des fake news. Pour l'instant personne n'estime que ce n'est pas fake. Et pourtant, ce sont des photos qui, pour le coup, sont partagées assez régulièrement.
Ludivine dit que ce n'est pas fake. Ah non, elle a retiré son vote. Donc on a 13 votants pour la fake news. On a une hésitation sur le pas fake. On hésite à voter ou à ne pas voter. Peut-être que Corentin veut justifier. En fait, j'ai juste regardé le département 68 et c'est le bon, en fait, c'est bien celui de Mulhouse. Oui. Et pour toi, ça... Du coup, je me suis dit que ça pouvait être plausible. Ça pouvait être plausible. Et c'est un des éléments sur lesquels les fake news, parce qu'effectivement c'est une fake news, sur lesquels les fake news jouent. C'est-à-dire de mettre des arguments qui potentiellement sont probables et plausibles, mais dans la réalité des faits, en fait, rien ne nous permet de dire que c'est une voiture radar, si ce n'est éventuellement l'espèce de projecteur, qui n'est qu'un projecteur. Et en fait, à partir du moment où une information ne peut pas être vérifiée, en fait, il faut absolument en douter. Et jusqu'à ce qu'elle soit prouvée, eh bien pour le coup, c'est une fake news. Pour le coup, moi je vous incite aussi à vous méfier de tout ce qui est Snap, qui comporterait notamment des fautes d'orthographe. Partagées, on mettrait pas ça en ER, on mettrait ça en EZ. Et pour le coup, l'utilisation d'un gros plan n'est pas légitime en fait. Si véritablement c'était une voiture radar, pourquoi ne pas la photographier en entier? Donc c'est une photo qui est complètement douteuse. En tout cas, rien ne nous permet de déterminer que c'est une information qui est valable. Et elle présente des dangers, elle présente des risques. À votre avis, lesquels? Et pendant ce temps, je vais vous partager la troisième photo. Et c'est le même risque qu'on retrouve sur la suivante, la plaque d'immatriculation. Oui, effectivement, on va avoir quelque chose à discuter autour de cette plaque d'immatriculation qui systématiquement est visible. Pour l'instant, les scores sont sans appel. Pour le coup, qu'est-ce qui vous fait dire que ça serait potentiellement un fake ? Glenn, pour ces deux images, rien ne prouve un lien entre ce qui est montré et ce qui est dit. C'est tout à fait exact. Quels sont les risques aussi que présentent ces deux photos en question ? On n'a pas assez d'infos, c'est tout à fait juste, Oran. On revient aussi sur le fait que c'est truffé de fautes d'orthographe ou même de grammaire pour le coup, ce qui permet de perdre en crédibilité. Le C'est la camionnette indique que c'est juste un internaute. Oui. Et dangereux pour la deuxième personne qui conduit si les gens y croient. Tout à fait. Il est là véritablement le vrai danger, c'est-à-dire que en combien de temps finalement on pourrait faire ce type de capture et faire ce type de snap ? Eh bien globalement en moins de 2 minutes. Ce qui veut dire qu'on a un potentiel de nuisance. Rien n'empêche n'importe quelle personne finalement de faire ce type de photo avec un Photoshop complètement grossier, voire une transformation d'image qui est extrêmement grossière. L'entourage de la plaque d'immatriculation est extrêmement mal faite. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne pourrait photographier n'importe quelle camionnette et dire que c'est quelqu'un qui enlève des enfants. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucune crédibilité. Alors là il ne s'agit pas de savoir faire du Photoshop, c'est tellement grossier que sur n'importe quel logiciel on pourrait le faire. Moi qui suis très nul en Photoshop, je pourrais également le faire. Ce qui veut dire qu'il faut absolument se méfier de tout ce qui est information et copie d'écran qui ont si peu de crédibilité. Si jamais il était question d'un enlèvement, je vous mets une copie d'écran qui aussi tourne sur les réseaux sociaux. À vous de me dire si c'est fake ou pas fake pour le coup sur cette histoire d'enlèvement, sur ces deux types de choses qui tournent. Et là pour le coup la tendance elle est à l'inverse. Léa pense que c'est fake. Manuela également. J'aimerais bien que vous puissiez éventuellement justifier. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un fake plutôt qu'un pas fake ? Pas fake car on ne plaisante pas avec les alertes enlèvement. En même temps sur la copie d'écran précédente, on jouait quand même avec les alertes enlèvement aussi. Dylan, on plaisante de tout maintenant. La photo est liée au site du gouvernement égale site fiable. Alors oui, ça c'est déjà un des premiers éléments, c'est-à-dire qu'il y a une procédure pour tout ce qui est alerte enlèvement.
avec un site qui est officiel et également un logo qui est officiel. Si jamais il y a une alerte enlèvement qui est déclenchée, les médias sont mis aussi à contribution avec en radio un jingle qui est tout à fait particulier avec un marquage sonore, et sur tout ce qui est télévision, journal et presse en ligne, on va retrouver ce logo là que vous voyez en fond d'écran. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être détourné dans le cadre d'une fake news, mais en tout cas l'apparition du logo qui renvoie vers l'alerte enlèvement et le fait qu'il n'y ait aucune information évidente qui soit donnée à part sur le site du lien cliquable vous permet d'avoir cette crédibilité. C'est cette procédure qui fait que les alertes enlèvement, elles sont crédibles. C'est la fin de cette première partie. Je vais redonner la parole à Aurélien pour la partie suivante. Je fais donc une présentation un petit peu... Bon, c'est pas un cours, hein, c'est juste une présentation sur deux, trois trucs, deux, trois réflexions que je me fais sur le phénomène de la fake news, des rumeurs, de l'infodémie ou des choses bizarres comme ça, qu'on a tendance à dramatiser. D'où le titre que je mets pour cette présentation. Hein, je trouve qu'on dramatise le faux dans le milieu médiatique, c'est-à-dire on en fait quelque chose on en fait peut-être un peu trop. On s'en fait peut-être un peu trop, mais on va voir. Je commence. Alors, je vous donne quelques exemples, évidemment, en lien avec l'actualité. Toutes les fake news, les rumeurs, les intox autour de la Covid-19 sont nombreuses, vous le savez. Plus on a d'informations, plus on a de fake news, ou l'inverse. Je ne sais pas quelle est la poule et quel est l'œuf, mais en gros, on a vu des informations sur le fait que, d'accord, la Covid-19, ça ne résiste pas à la javel. Est-ce qu'il faut s'injecter, comme avait dit par exemple un président américain, pour se désinfecter les poumons, est-ce qu'il faut s'injecter de la javel, ce qui n'avait aucun sens. Il y a eu ce genre d'informations qui circulaient, du genre, est-ce que je dois laver à l'eau de javel les pattes de mes chiens qui rentrent du jardin? Et enfin, en fait, on ne sait pas très bien. Par exemple, pour la Covid-19, c'est pour ça que je prends cet exemple, c'est que c'est tellement récent au début et encore aujourd'hui, il y a des tas de choses qu'on ne fait pas très bien. C'est-à-dire, on sait bien que c'est un virus qui se répand extrêmement facilement et que donc il faudrait faire attention au maximum et puis utiliser des protocoles, enfin des manières de faire qu'on n'a jamais, qui sont extrêmes, mais de là à passer à la javel tout ce qui bouge, comme il y a eu des tas d'affaires. Est-ce que lorsque je vais faire mes courses, quand je reviens, est-ce qu'il faut que je laisse 3 heures dans ma voiture pour éviter que le virus se transmette, ou est-ce qu'il faut... Bon, on voit que en fait, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est facile de dire, oh waouh, et qu'est-ce qu'ils sont bêtes les gens, ils vont laver à l'eau de javel les pattes de leur chien. C'est-à-dire, en fait, si c'est une maladie Covid-19 qui est effectivement mortelle pour un certain type de population et puis qui laisse des traces pour d'autres personnes dans la population, il faut effectivement se réfléchir à ce qu'on fait. Alors, malheureusement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On a sur un événement aussi nouveau que celui-là, on est obligé de procéder par essai-erreur. Au début, on disait pas de masque, après on a dit des masques, après la javel, on a dit il fallait en mettre. Maintenant on dit c'est pas totalement, ça fait pas partie des gestes barrières. Hein. Il y a des barrières plus simples que de mettre de la javel sur les pattes de ses chiens. Même chose sur des trucs bizarres, sur l'alcool, par exemple. L'alcool, le gel hydroalcoolique, on sait bien que c'est un truc qui est génial parce que ça tue le virus, mais ça tue le virus sur nos mains. Ça tue pas le virus quand on boit du gel. Et oui, mais là, il faut faire donc de l'éducation auprès des gens, et effectivement, quand c'est mal fait, parce que c'est fait sous l'angle de l'urgence ou c'est mal géré par des agences gouvernementales, comme ça a été un peu le cas, par exemple, en Iran au début de l'épidémie, eh bien, on voit des trucs absolument abominables. C'est-à-dire des gens qui ont lu, entendu que l'alcool protégeait du coronavirus, du coup, ils se sont mis à en boire. Mais le problème, c'est que on ne boit pas, enfin, l'alcool alimentaire,
celui qui rend ivre, c'est celui qu'on appelle l'éthanol et pas le méthanol. Et donc, c'est pas du tout le même alcool que l'on met dans, je sais pas, dans les voitures pour les fluides à essuie-glace, par exemple, des trucs comme ça. Et donc, il y a eu des gens, effectivement, visiblement, en tout cas, si on se fie à cette coupure de presse tirée d'un site connu, il y aurait eu des gens qui auraient mal interprété des informations qui sont pas totalement fausses. C'est pas totalement faux que l'alcool protège du virus. Simplement, il protège du virus de manière externe, c'est-à-dire sur les mains, sur les surfaces, etc., mais pas de manière interne. C'est pas parce que je vais boire une bouteille de vodka que je vais ne pas avoir le virus, au contraire. Au contraire, puisque je vais être complètement raplapla, le virus, il a toutes les chances, au contraire, d'en profiter. Donc, on voit bien que, encore une fois, c'est facile de se marrer ou de pointer du doigt la fake news comme un événement qui serait évident, facile à décoder. C'est trop facile de trouver une sorte de bouc émissaire. Je vais vous faire le récit d'une histoire dont vous avez forcément entendu parler, mais dont vous ignorez sûrement le rôle qu'ont joué les fake news dedans. Il est considéré comme le premier tueur en série de l'histoire, et c'est sûrement le plus connu. Je parlais du célèbre Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est le surnom donné à un tueur en série ayant sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888. On lui attribue au moins 5 meurtres qu'il a effectués d'août à novembre 1888, et 6 autres qui lui ont été attribués, mais sans certitude. Le nom du tueur apparaît pour la première fois dans la lettre Dear Boss, reçue en septembre 1888 par une agence de presse. Elle fut largement mentionnée dans les journaux à l'époque parce que son auteur, si accusé des meurtres, est signé Jack the Ripper, Jack l'Éventreur en anglais. La police et les journaux reçurent de nombreuses lettres liées à l'affaire. La couverture médiatique de l'affaire finit par être internationale, lui assurant une notoriété durable. En septembre et octobre 1888, des rumeurs plus persistantes laissèrent croire que plusieurs assassinats dans Whitechapel étaient reliés. Cependant, comme je l'ai dit, seuls 5 sont imputables à Jack l'Éventreur, car ces meurtres présentent plusieurs similitudes. Le tueur aurait surtout agressé des prostituées vivant dans les bas-fonds de Londres, avec le même mode opératoire. Il leur tranchait la gorge avant de leur faire subir des mutilations abominables. Lorsque l'on parle de cette affaire, on a en tête 2 éléments qui ont fait son mythe. L'acharnement de Jack l'Éventreur envers les prostituées londoniennes et le flot incessant de lettres signées Jack l'Éventreur qui submergeait la police. Mais la vérité, c'est que ces 2 points ont été construits de toutes pièces par des fake news. Pour revenir rapidement sur le contexte de Whitechapel à l'époque, vers le milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne vit un important flux migratoire, ce qui gonfla les populations des grandes villes, notamment dans l'East End de Londres. Le district de Whitechapel, dans l'East End, devint donc de plus en plus surpeuplé. Les logements et les conditions de vie et de travail se détériorèrent. Les vols, la violence, l'alcoolisme devinrent communs. Au sein de cette classe économique défavorisée, de nombreuses femmes se prostituaient donc pour assurer leur survie. Et lorsque la série de meurtres arriva dans ce district, la presse présenta les victimes comme des prostituées. Personne ne se posera donc plus de questions sur l'identité des victimes et on les désigna donc comme telles. Et c'est seulement en 2005 que Hallie Rubenold, historienne de la prostitution, lors de ses recherches pour l'écriture d'un livre sur ce sujet, déclara « Je me suis demandé, qui sont les travailleuses du sexe les plus connues du 19e siècle ?» La réponse, c'est les victimes de Jack l'Éventreur. J'étais très surprise de découvrir qu'il n'y avait aucune preuve qui permettait de suggérer que 3 d'entre elles étaient des travailleuses du sexe. Après d'innombrables recherches auprès de documents, de rapports de police, de témoignages de l'époque, elle en conclut qu'une seule des victimes de Jack l'Éventreur était véritablement une travailleuse du sexe. Si la presse a rapidement décrété que les victimes étaient des prostituées, c'est parce que le terme était alors employé à tort et à travers à l'époque. Et une histoire de tueur de prostituées, forcément, ça suscite la curiosité et ça fait vendre des journaux. Mais au-delà du sensationnel, les médias édictaient ainsi une leçon de morale destinée à l'ensemble de la société. C'était le message du patriarcat, dénonce l'historienne Rubenold. Les mauvaises femmes doivent être punies. Ça les maintient dans le droit chemin et ça perpétue la société patriarcale. Qu'en est-il des lettres maintenant ? Dans la première lettre, intitulée Dear Boss, reçue par l'agence de presse Central News de Londres, le meurtrier y narguait la police.
Un mois plus tard, une seconde lettre signée Jack the Ripper a également été envoyée à l'un des enquêteurs de la police britannique. Intitulée From Hell, l'auteur donne des détails sordides sur la manière dont il a pris la vie d'une de ses victimes. Au total, près de 200 lettres au contenu glaçant ont été reçues par la police et la presse. Ces lettres ont récemment été rendues publiques, et un chercheur de l'université de Manchester les a étudiées. Et pour ce linguiste légiste, on ne saura probablement jamais si le meurtrier est l'auteur de l'une d'entre elles. Mais le chercheur, par contre, il a trouvé des preuves historiques que les premiers écrits étaient, en réalité, de la responsabilité de journalistes peu scrupuleux. À l'époque, en effet, la police avait interpellé 2 journalistes qui avaient fini par avouer l'escroquerie. Ils voulaient maintenir l'affaire en vie. Ils savaient que créer un feuilleton sur l'affaire Jack l'Éventreur permettrait de vendre plus de journaux, et ça a été le cas. Ainsi, l'affaire de Jack l'Éventreur est devenue un mythe moderne à force d'hypothèses, de sensationnalisme et de mystère. Et vous l'avez compris, même si le terme fake news a été popularisé très récemment, les fausses nouvelles, elles, ne datent pas d'hier.